Eh bien, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons donc le plaisir d'accueillir cet après-midi Monsieur François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur le ministre, bien que j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec vous, notamment lors d'une réunion de travail le 13 février dernier, c'est la première fois que notre délégation vous reçoit depuis votre nomination le 23 décembre dernier. Et je vous remercie évidemment d'avoir pu vous rendre disponible pour échanger avec ses membres sur la feuille de route que vous vous êtes fixée pour les prochains mois et peut-être à plus long terme. Comme vous le savez, les membres de la délégation ont tous à cœur de défendre les intérêts des collectivités territoriales qui constituent les chevilles ouvrières de la République, sans lesquelles notre démocratie locale ne serait qu'un vain mot. Or, pour pouvoir agir au service de nos concitoyens, les collectivités doivent pouvoir disposer des moyens adéquats. Vous l'avez probablement deviné, c'est bien évidemment par des questions financières que je vais débuter mon propos. Le long cycle d'examen du projet de loi de finances pour 2025, qui s'est achevé il y a un peu plus d'un mois, a permis de mettre en lumière la situation particulièrement délicate des finances des collectivités territoriales, en particulier celle des départements. Selon nos informations, près d'un département sur 3 serait éligible au fonds de sauvegarde en 2025, contre seulement 14 l'année précédente. Cela illustre la fragilité croissante des finances départementales qui portent sur elles le poids de la crise sociale que traverse notre pays. Lors de son audition devant notre délégation le 3 décembre dernier, M. François Sauvadet, président de Départements de France, alertait la représentation nationale sur le risque d'une véritable cessation de paiement de certains départements. Une telle éventualité est-elle, selon vous, envisageable? Et dans ce cas, le mécanisme du fonds de sauvegarde vous paraît-il suffisamment calibré pour faire face à ces situations de blocage? C'est dans ce contexte quelque peu difficile pour vos services que vos services devraient prochainement publier la liste des collectivités éligibles au dispositif de lissage conjoncturel, dit LICO, qui, vous vous en souvenez, avait été imaginé par nos collègues sénateurs en remplacement du controversé fonds de réserve proposé par le précédent gouvernement. Au travers du dit LICO, les collectivités seront appelées à contribuer en 2025 au redressement des finances publiques à hauteur d'1 milliard d'euros. Indépendamment des doutes que l'on peut légitimement avoir sur le bien-fondé du dispositif, je souhaiterais appeler votre attention sur l'importance qui s'attache à ce que les collectivités sachent le plus tôt possible si elles vont être contributrices et, dans ce cas, à quelle hauteur. Or, sur ce point, les éléments qui circulent dans les médias sont assez variables d'une source à l'autre. Les dernières estimations publiées évoquant le chiffre de 2099 collectivités et groupements, dont 1906 communes et 131 EPCI. Disposez-vous de données stabilisées sur ce point? Par ailleurs, comme je vous l'avais dit lors de notre entretien du 13 février dernier, le relèvement progressif sur 4 ans du taux de cotisation employeur à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, CNRACL, représente à mes yeux un sujet de préoccupation majeure. Les travaux menés à l'automne dernier par nos collègues Tristan Lahaye et Nicolas Rey à l'occasion d'un rapport d'information sur le PLF et le PLFSS pour 2025 ont permis de mettre en lumière le coût parfois considérable de la mesure pour les collectivités, notamment pour les départements et les petites communes. Je vous informe que, comme je l'avais évoqué avec vous, dès demain, notre délégation entame un cycle d'audition destiné à faire émerger d'autres pistes de réforme, y compris structurelles, susceptibles d'aider la Caisse à faire face à ces échéances financières, sans mettre en danger plus encore les finances des collectivités employeurs. Comme évoqué, donc, comme je le disais le mois dernier, la délégation présentera à vos services une série de recommandations à l'issue de cette série d'auditions qui devrait s'étaler jusqu'au mois d'avril prochain. Si l'on fait abstraction de la conjoncture compliquée que traverse notre pays, les discussions engagées chaque année sur les finances locales qui apparaissent de plus en plus tendues montrent, selon moi, les limites du modèle actuel de financement des collectivités, articulé autour de l'attribution unilatérale de dotations d'État ou de parts de fiscalité nationale.
Le principe d'autonomie financière reconnu par la Constitution en son article 72.2 ne suffit plus et il importe, selon moi, de progresser dans la direction d'une plus grande autonomie fiscale, c'est-à-dire dans l'attribution aux collectivités d'un pouvoir de taux ou d'assiette sur une taxe qui reste à déterminer. Le 4 mars dernier, devant nos homologues de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, vous avez confirmé votre intention de réunir dans les prochaines semaines une conférence financière des territoires avec la ministre en charge des comptes publics. Pouvez-vous nous en dire plus sur les modalités d'organisation de cette conférence et la façon dont les parlementaires pourraient y être associés? Au-delà du simple diagnostic, cette conférence aurait-elle, selon vous, vocation à discuter d'une éventuelle réforme du financement des collectivités territoriales? Le sujet de l'autonomie fiscale s'inscrit tout naturellement dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'approfondissement de la décentralisation qui, vous le savez, a fait l'objet en 2024 d'une mission conduite à la demande du gouvernement de l'époque par notre collègue Éric Woerth. Le rapport remis au président de la République le 30 mai dernier, à l'issue de ces travaux, comportait de nombreuses propositions qui, bien qu'intéressant les collectivités territoriales, avaient été reléguées au second plan par la dissolution. Parmi les recommandations les plus importantes figurait le renforcement de la contractualisation, la consécration d'un véritable chef de filat, une amélioration de la répartition des compétences entre chaque strate, la simplification de l'intercommunalité ainsi que le retour, selon des modalités nouvelles, du conseiller territorial commun aux régions et aux départements envisagé en 2010. Du point de vue de l'actuel gouvernement, ces propositions sont-elles toujours d'actualité? Dans ce cas, quels sont les chantiers que vous pourriez ouvrir prochainement? À 3 ans des prochaines élections départementales et régionales, quelle pourrait être, selon vous, la meilleure fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi, pour une éventuelle réforme de l'organisation territoriale de notre pays? Préalablement aux échéances électorales de 2028, il ne vous aura pas échappé qu'un important scrutin municipal était prévu l'an prochain. Depuis plusieurs années, on assiste à un découragement croissant des élus locaux et il devient, dans certaines communes, de plus en plus difficile de constituer des listes de candidats. Comme vous le savez, notre délégation est particulièrement attachée à ce qu'un signal fort soit donné par le législateur le plus tôt possible afin de lever les multiples freins qui, malgré les multiples réformes intervenues depuis 1992, entravent toujours l'engagement dans la vie publique locale. À l'occasion de notre entrevue du 13 février dernier, je vous avais remis en main propre un exemplaire du rapport produit à l'issue des 2 débats organisés au sein de la délégation sur la question du statut de l'élu local. Ce rapport permet d'identifier les nombreuses mesures susceptibles d'être adoptées de manière consensuelle au sein de l'Assemblée, qu'il s'agisse de l'élargissement des droits alloués aux élus en situation de handicap, de l'amélioration des conditions d'accès à la retraite, de l'aide à la reconversion professionnelle des élus en fin de mandat ou du renforcement du dispositif de formation. Il met également en lumière la nécessité de clarifier l'ensemble des droits et obligations applicables aux élus locaux en les regroupant dans un titre unique positionné en tête du Code général des collectivités territoriales. Au cours de votre audition, toujours par la délégation sénatoriale la semaine dernière, vous avez déclaré que la proposition de loi sur le statut de l'élu issu du Sénat serait examinée par l'Assemblée nationale au prochain trimestre. Comme l'échéance se rapproche à grands pas, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le calendrier d'examen tel qu'envisagé actuellement par l'exécutif? Sur le fond, quelles sont les dispositions qui, parmi celles que j'évoquais à l'instant, pourraient être reprises par le gouvernement afin d'enrichir le texte sénatorial? Avant de clôturer mon propos introductif, je souhaiterais évoquer devant vous le sujet des services publics en milieu rural. Quelques heures avant notre entretien du mois dernier, notre délégation avait consacré ses 4e rencontres aux politiques de soutien aux services essentiels dans les territoires ruraux. Les discussions ont permis de rappeler le rôle désormais central joué par les espaces France Services dans l'accès de nos concitoyens à un large panel de services publics.
Or, il est également apparu qu'en dépit de son indéniable réussite, ce programme était en quelque sorte victime de son succès et qu'il était indispensable d'accompagner financièrement sa montée en puissance sous peine de saturation. Dans la mesure où, devant les sénateurs, vous avez indiqué poursuivre l'objectif des 3000 espaces France Service annoncés par les précédents gouvernements, pouvez-vous confirmer que les subventions de fonctionnement allouées par l'État seront bien portées dès cette année à 45 000 € et surtout l'an prochain à 50 000 €? Bien évidemment, je ne vais pas couvrir l'intégralité du champ politique intéressant les collectivités territoriales. Et sans être plus long, je vous cède, Monsieur le ministre, la parole. Et ensuite viendront les interventions des différents groupes politiques. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vous remercie d'abord, je salue les députés présents et je vous remercie de votre invitation. Je vais tenter de répondre, je dis bien, aux questions précises et acérées que vous avez posées, qui balayent un large champ d'intervention. Donc, si je ne réponds pas à tout ce que j'ai pu noter, bien évidemment, les parlementaires présents auprès de vous, Monsieur le Président, pourront me reposer des questions. J'ai pris le plus de notes possible pendant votre intervention. Et donc, je voudrais d'abord partager avec vous une conviction, d'autant plus que la pression extérieure s'exerce sur notre pays, à savoir qu'il est absolument indispensable qu'on renforce le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Et cela, plus que jamais, dans un monde qui est en grande difficulté, nous le voyons, et qui est surtout très instable, bien évidemment. État et collectivités doivent travailler ensemble, la main, dans le respect de l'un et de l'autre, des uns et des autres, mais doivent avancer comme cela. S'agissant, puisque vous avez abordé d'entrée de jeu la question financière, je voudrais dire que je suis arrivé en pleine négociation d'un projet de loi de finances qui avait été engagé en partie, mais pas totalement, puisqu'on s'en était arrêté à l'article dit Sautarel, qui créait le DILICO. Et donc, je me suis attaché, avec les parlementaires qui ont soutenu cela, à diminuer largement la facture qui était prévue. La facture qui était prévue, hors CNRACL, j'en parlerai après, et je ne parle pas des subventions d'investissement, je parle du fonctionnement, du prélèvement sur les recettes réelles de fonctionnement. On pouvait estimer qu'elle se montait à 5 milliards d'euros. Et donc, à la sortie, elle se monte à 2 milliards 200 millions d'euros. Donc, une diminution assez sensible. Vous avez, d'entrée de jeu, évoqué le problème des départements. Donc, je voudrais répondre d'abord sur les départements. Pour dire, avec un peu de, disons, d'humour, à côté un peu taquin, ça peut m'arriver avec François Sauvadet, que je lui ai dit que j'avais été assez surpris quand même de voir comment il avait été heureux après l'intervention de l'ancien Premier ministre, qui ponctionnait les départements à hauteur de 1 milliard d'euros, je dis bien, dans le cadre des recettes réelles de fonctionnement, et que je vous rappelle que sur le milliard d'euros qui est resté, des 3,5 milliards d'euros qu'il y avait, les départements ont été, excusez-moi de l'expression, taxés, ont été prélevés, ça serait plus juste, à hauteur de 220 millions d'euros sur le milliard. 280 pour les régions, 500, 250, 250 pour le bloc communal. Donc, je lui ai dit, finalement, c'était mieux pour toi, on se connaît assez, d'avoir un prélèvement très élevé plutôt qu'une diminution du prélèvement. Bon, je connais tous les arguments qu'il a développés. J'ajouterais même que on lui a en plus octroyé, quand je dis on, c'est au président des présidents de département, bien évidemment, on a octroyé au président la possibilité, dont ils ne se priveront pas pour certains, j'en doute pas, d'augmenter de 0,5 points les DMTO, ce qui représente, je me suis renseigné, aux alentours de 600 millions d'euros. De 600 millions d'euros qui seront affectés au département, bien sûr,
plus à ceux qui ont plus de DMTO et moins à ceux qui en ont moins. Bien sûr, mais rien n'empêche les départements de pratiquer la solidarité entre ceux qui ont le plus de recettes et les autres. D'ailleurs, ma prédécesseure, Madame Vautrin, avait rappelé que quand elle apportait des aides aux départements, des aides exceptionnelles, ce n'était pas pour tous les départements, parce que tous n'en avaient pas besoin de la même manière, mais surtout, et vous avez raison, sur le tiers des départements, on va dire, qui sont aujourd'hui en grande difficulté, ce que je ne nie pas, bien évidemment. Et donc, charge à tout le monde de faire aussi de la solidarité horizontale à l'intérieur des recettes qui viennent. Le fonds de sauvegarde a été en partie épuisé, puisqu'il ne reste plus, je crois, qu'une quarantaine de millions, excusez-moi si je me trompe, je dis ça de mémoire, une quarantaine de millions dessus, et donc j'ai en tête que si c'est nécessaire, bien évidemment, nous pourrons, d'ici la fin de l'année budgétaire, abonder. Comment ? Oui, c'est ça, à la fin de l'année, abonder ce fonds de sauvegarde. Pour le moment, les mesures qui ont été prises doivent permettre de faire face. J'en ai parlé avec le président des présidents de département. J'ajoute, cela n'était pas que l'argumentation qu'il a présentée n'est pas juste, parce que il considère qu'on lui a prélevé plus de TVA qu'aux autres collectivités, et c'est des recettes potentielles qui n'existaient pas, puisque la TVA, vous savez qu'elle avait été prévue au niveau du budget de l'État en janvier, disons en janvier 24, à hauteur de 220 milliards d'euros, et qu'à la sortie, elle se retrouve à 210 milliards d'euros. C'est-à-dire que la TVA, les excès de TVA prévus, ils sont en réalité moins 10 milliards d'euros. Et donc, par contre, en fin d'année, un petit résidu est là, qui va être reversé au département, une annonce que je vais vous faire, d'un montant de 57 millions qui seront attribués au département. Voilà, à grands traits, je pourrais y revenir, bien sûr, si cela est nécessaire, revenir sur ces problèmes que je ne nie pas, mais qu'il faut traiter différemment. Je rappelle que 50 départements n'ont pas été prélevés, peut-être je ne l'avais pas dit, 50 départements n'ont pas été du tout prélevés. 50 départements le sont et 50 ne le sont pas. Nous avons établi avec la DGCL un certain nombre d'indices de pauvreté, d'indices de difficulté, etc., qui permettent d'avancer le plus justement possible dans un environnement national contraint. Voilà ce que je pourrais dire à ce moment-là. Pour être plus large, que vous m'avez indiqué à faire sur la relation entre les collectivités locales et l'État, les relations financières, bien évidemment. Ce que je veux dire, ce que j'avais évoqué d'ailleurs avec vous, c'est deux points que je souhaite qu'ils soient renforcés. Nous aurons cette conférence financière des collectivités locales, auxquelles les principales associations d'élus seront bien évidemment conviées, mais les parlementaires concernés également. Donc, cette conférence financière devrait permettre d'avoir, moi j'en vois deux d'ailleurs, je le dis aujourd'hui. Une, c'est sûr, aura lieu début avril, disons, je n'ai pas encore la date fixée. J'ai rencontré la ministre des Comptes publics hier, elle le fera avec moi, et nous ferons ensemble un point à un an des élections municipales, c'est pas rien. Je pense qu'il serait bon d'ouvrir une nouvelle séquence, contractualisation, prévisibilité pour les collectivités locales, qui pourrait être sur 3 ans, parce que les élus qui seront élus en 2026 seront finalement confrontés à des difficultés que nous rencontrons chaque année et qui sont devenues, je me permets de le dire comme ça, ingérables ou difficilement gérables. Donc ce que je souhaite et ce que nous souhaitons avec la ministre Amélie de Montchalin, c'est pouvoir établir ensemble une sorte de prévisibilité liée d'ailleurs sur les engagements que l'État a pris au niveau européen à l'horizon 2029. Ce qui permettrait de ne pas avoir de surprise. Je dis bien, je mets des conditionnels à ça, vous comprendrez, puisque ça n'a pas encore eu lieu. Ça sera donc un des buts que je me donne, et donc que nous nous donnons, et donc d'avoir ainsi une possibilité de contractualisation
je crois que ça correspond à ce que vous souhaitiez, vous me l'avez dit d'ailleurs, donc une contractualisation sur 3 ans, si possible, en termes de recettes, en fixant une évolution des recettes des collectivités, mais en le faisant avec elles, dans un contexte que nous connaissons, et en s'évitant les à-coups et les surprises. Voilà. Ça, c'est un objectif qu'on se donne pour, bien évidemment, cette conférence financière. Cette conférence financière qui devrait être, j'allais dire, plutôt un état des lieux. C'est comme ça que je vois la première. Et puis peut-être une seconde, un peu plus, 2-3 mois plus tard, avril, mai, juin, disons fin juin, avant l'été, qui permettrait là d'entrer plus précisément dans la contractualisation. Voilà ce que je voulais dire sur ces sujets. Si, j'ai oublié pas mal de choses. Vous m'avez parlé de l'organisation territoriale de notre pays, vous m'avez parlé de la CNRACL, vous m'avez parlé de la simplification et du statut de l'élu. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, je vais essayer de donner quelques pistes sur le statut de l'élu. Le texte sera déposé, repris en mai. Cette PPL prendra en mai. Merci à ceux qui ont travaillé sur ce texte en amont, dans d'autres circonstances. J'ai reçu les fédérations d'élus sur ce sujet, notamment la fédération des communes rurales, enfin des maires ruraux, son président. Donc, on pourrait, c'est déjà évoqué, enrichir ce texte. Vous avez parlé des droits, des retraites, des aides, etc. Le président Fournier, Michel, m'a dit que lui, il souhaitait, je me suis permis de dire que c'était peut-être pas la bonne entrée, mais le Parlement décidera, augmenter de 500 € les indemnités des élus, des maires, attribuer des trimestres de gratification, c'est le mot qui me vient, il ne faut pas m'en vouloir, de gratification pour les membres de l'exécutif. Tout ça doit se mesurer quand même financièrement, je me permets de le dire, même si je comprends l'esprit. Des avancées avaient eu lieu puisque, vous le savez, les maires n'ont plus besoin de se voter le plafond d'indemnité, mais s'ils veulent diminuer leurs indemnités, il suffit de les diminuer. Ils sont au plafond automatiquement. C'est quelque chose qui correspondait à une demande. C'était très gênant pour certains maires dans les petites communes d'avoir à se voter un plafond. Et puis, on pourrait enrichir le texte sur... faire attention aux conflits d'intérêts qui commencent à apparaître un peu partout aujourd'hui et qui, excusez-moi de l'expression, facilite pas, j'allais dire un gros mot, facilite pas la vie des élus, il faut dire les choses comme ça. Et donc, comment simplifier, là encore, sur les conflits d'intérêts pour éviter que ce qui est arrivé à une commune d'ailleurs n'a pas pu voter un texte parce qu'il y a plus d'élus qui sont sortis de la majorité que d'élus qui restaient. Et je crois que c'est la commune de Brest, n'a pas pu voter son texte. Donc, le fait d'avoir à appeler à chaque fois pour savoir qui se déporte, etc., il y a de la simplification. D'ailleurs, vous avez parlé de simplification qui peut s'appliquer. Il y a aussi, bien sûr, à faire appliquer la loi déjà comme elle existe, notamment renforcer le problème sur les frais de garde, sur la possibilité d'obtenir des droits à exercer auprès des employeurs, des droits réels à exercer la fonction d'élu, pas à tous les stades, mais beaucoup d'avancées peuvent être faites sur ça. Et enfin, des protections, je crois que ça, des protections par rapport aux atteintes physiques, souvent, qui frappent les élus. À cet égard, je rappelle toujours que dans... ma métropole, une petite commune, le maire en est le vice-président des finances, même s'il est maire d'une petite commune, vice-président chargé des finances de la métropole, a été agressé par une bande de voyous il y a maintenant 6 ans. Et donc, il n'a toujours pas vu avec satisfaction ces voyous arrêtés. Ils ont été une première fois condamnés à une résidence dont ils se moquent complètement, et donc ils sont dans la rue, et c'est absolument insupportable pour lui, pour sa famille, pour tous les élus qui l'entourent de vivre cela. Donc, dans ces moments-là, je dis attention au décalage.
je l'ai dit plusieurs fois au ministre de l'Intérieur, attention au décalage entre les paroles très fortes et la réalité très dure, qui est très différente. Ça fait des fois des dégâts. Donc, quand on n'arrive pas à condamner les coupables, et que ça prend un temps fou, et que les élus, tout ça va avoir un impact, c'est vrai, a un impact dans un environnement certain où ces faits sont connus. Statut de l'élu, j'en ai parlé. J'ai encore 2 sujets, enfin 3. La simplification. Oui, on va avoir des assises de la simplification. On va avoir, on appellera ça un reclore de la simplification, parce qu'on veut faire plusieurs réunions de ce type. Et donc, on veut faire connaître un peu le ministère. Il n'y a pas que Beauvau, si vous voulez, dans la vie. Il y a aussi reclore. Donc, il y aura le reclore de la simplification, comme il y aura un reclore de l'assurabilité. Sujet qui n'a pas été évoqué par vous, à ma grande surprise, je me permets de le dire, mais je suis sûr que vous laissiez la parole circuler, donc je n'en parle plus. Je n'en parle plus. CNRACL, il faudra que je développe plus longuement, parce que je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais le problème est connu. Maintenant, il faut trouver des solutions, autres que l'augmentation de 12 points du prélèvement. Même si on a pu, j'étais à ce moment-là maire, même si on a pu, avec des collègues maires, étaler sur 4 ans, au lieu d'avoir sur la première année, je rappelle, la première fois, c'était une augmentation de 12 points la première année. Hein. Donc on est pas de mal. On est arrivé à 4 points sur 3 ans, et finalement, on termine à 4 ans, 3 points sur 4 ans. Pour que ça soit à peu près supportable par les collectivités. Mais c'est lourd, moi je ne le cache pas, c'est lourd, et j'ai sorti ça des 5 milliards dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai. Pas André Léniel, mais moi oui, je l'ai sorti parce que les élus tels qu'ils sont savent très bien, André Léniel en tant que bien sûr responsable de finances à un haut niveau à l'AMF, mais pas que, et donc les élus savent très bien qu'ils ont à assurer ça. Où ils la trouvent un peu dure à avaler, c'est qu'ils ont participé à hauteur de 80 milliards d'euros de mémoire. Hein, c'est ça, ouais, donc j'essaie de répéter mes chiffres dans la tête à force. À 80 milliards d'euros depuis 1974 à de la compensation. Mais maintenant que le déséquilibre démographique est là, pour les raisons que vous connaissez d'ailleurs les uns les autres, au fait qu'il y a plus de contractuels, il y a un vieillissement, etc., etc. Il faut trouver des solutions, et donc on va s'y employer. Pour le moment, j'en suis là. On va s'employer. J'ai bien noté ce problème. Simplification, je l'ai dit. Organisation territoriale de notre pays. Alors ça, c'est un vrai sujet qui relève, je pense, d'élections majeures. Donc, quand je dis d'élection majeure, je veux dire par là que pour moi, ça relève de l'élection présidentielle. Ça n'empêche, parce qu'il ne faut pas faire croire que d'ici 2027, on fera une nouvelle organisation territoriale de notre territoire. On peut élever des pistes. Moi, je fais des propositions depuis longtemps. Ici, je peux dire quel est mon sentiment personnel, mais c'est à titre personnel. Vous comprenez, maintenant, les ministres font ça souvent, donc je le dis ici à titre personnel. Moi, je pense qu'il faut revoir cette organisation territoriale de la République. Je n'étais qu'un simple commissaire de gouvernement en 1992 auprès de Pierre Joxe lorsqu'il y a eu la première loi ATR de la République. Il a fallu beaucoup de temps pour la mettre en œuvre. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à créer ces intercommunalités sur le territoire. On peut dire qu'il a fallu plus de 20 ans pour y arriver, après avoir connu quelques déboires à un moment. Même si tout n'est pas parfait, on ne va pas retoucher à cela aujourd'hui. Après, moi je pense que l'Assemblée départementale devrait, puisque je le dis à titre personnel, devrait être composée des représentants des EPCI, ce qui permettrait d'avoir une représentation plus juste et une vision plus large de ce que peut être l'intérêt départemental que l'intérêt communal, que l'intérêt cantonal. Quand je dis ça, je sais que tout de suite, évidemment, ça provoque. Mais si on veut faire vraiment des économies, on peut aussi supprimer cette élection.
puisqu'on pourrait avoir une désignation au 2e degré. Ça arrive dans certains endroits et ça n'empêche pas un bon fonctionnement des choses. Mais c'est un avis personnel et donc il faudra y réfléchir. Ce sera le rôle des grands élus, des parlementaires, de faire ces propositions pour la prochaine élection présidentielle. Par ailleurs, peut-être je vais m'arrêter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vous, Monsieur le Ministre, qui jugez de si vous souhaitez aborder, y compris des points qui n'avaient pas été évoqués dans mon propos, que vous souhaitez porter à notre connaissance et qui permettent d'ouvrir le débat. Alors, j'ai en charge, effectivement, personnellement, deux dossiers qui sont des dossiers liés à ce ministère, par des engagements qui ont été pris précédemment. C'est pour ça que je parlais de Beauvau, parce que j'ai bien sûr les entretiens de Beauvau qui s'étaient transformés en projet de réforme constitutionnelle pour la Corse, qui est un dossier que je porte, et dont bien sûr vous aurez à connaître le moment venu, je dis vous, les parlementaires. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième qui est varié, mais qui s'appelle des engagements qui ont été pris par le président de la République, Marseille en grand, où on veut dire qu'on fait preuve d'une grande originalité, puisque l'État construit des écoles pour aider des collectivités qui n'y arrivent pas, ce qui, pour un ancien maire, fait toujours sourire, je me permets de le dire comme ça. Je n'avais jamais envisagé qu'on puisse demander à l'État de construire des écoles, mais c'est ce qui se passe quand même dans le cas de Marseille en grand. Il faut dire que peut-être nécessité fait loi, je dirais. Et puis des contrats des pactes qui ont été passés, des pactes territoriaux pour des zones en grande difficulté, de nature différente, que ce soit par la pauvreté, par la démographie en chute libre ou par des anciennes zones minières auxquelles nous devons aujourd'hui répondre parce que des engagements ont été pris, engagements budgétaires, je le dis, qui ne sont pas toujours faciles à suivre. Donc, faciles à suivre, c'était à financer. C'est vrai, bien sûr, mais j'ai pas voulu, on me passe un mot qui est tout à fait juste, j'ai pas voulu intervenir sur ce secteur-là, puisqu'il y a un ministre d'État qui est en charge de l'outre-mer, et bien évidemment, merci de l'information, mais je mets Mayotte à part, où l'État aura, à mon avis, là, tout à reconstruire, des écoles et autres. Donc, voilà ce que je peux dire à cet égard. Je reçois des collectivités locales, des propositions qui, des fois, sont tout à fait intéressantes. Par exemple, la Bretagne propose que l'État ne conserve que les fonctions régaliennes et que tout le reste soit délégué à la région, parce qu'ils ont des habitudes de coopération qui n'existent peut-être pas partout en France de la même manière. Et je terminerai par ça. C'est vrai que la France est tellement diverse qu'on a de plus en plus de mal à avoir des lois qui s'appliquent de manière unilatérale sur l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'avoir des décisions pour tel territoire minier, anciennement industriel, touristique, etc. C'est ainsi que j'ai appris, on apprend toujours des choses, que le tourisme devait s'arrêter en Corse au mois de fin septembre. Fin septembre, tout devait fermer parce que c'est les règles, je suppose, et je n'ai pas le temps d'expertiser la chose. Et je me disais que peut-être à Berck-Plage, c'est plus facile de fermer un peu plus tôt et peut-être d'ouvrir pour Noël, par exemple. Et par contre, faire fermer tout de la même manière sur l'ensemble du territoire, quand on veut développer le tourisme, peut-être un élément bloquant. C'était pour finir sur Brodel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Eh bien, merci, Monsieur le Ministre. On va poursuivre les échanges avec les interventions de groupe. Alors, on va commencer par donc Madame Violette Spielbout pour le groupe Ensemble pour la République. Et Monsieur le Ministre, voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'être revenu sur tous ces sujets qui concernent et qui doivent être très écoutés, qui concernent tous nos élus locaux aux manettes des collectivités territoriales et puis aussi sur leur vie quotidienne et la façon dont ils font face à toutes les exigences des administrés. Alors, de façon un peu peut-être surprenante, aujourd'hui, je ne parlerai pas spécifiquement du statut de l'élu, cher Président, même si je sais que c'est bien embarqué et je compte pour qu'on
on puisse aboutir sur ce statut, Monsieur le ministre. Je vais revenir sur le sujet que vous avez rapidement évoqué de la violence envers les élus et de ce à quoi notamment les maires et les élus locaux sont exposés. Et on sait bien que ces violences ne sont pas proportionnelles à la taille de la commune. Il peut y avoir des choses assez graves, y compris dans des petites communes rurales. Et plus il y a de proximité ou de connaissances ou de groupes d'habitants mobilisés, plus on peut avoir des sujets difficiles à porter pour des élus locaux. Alors il y a un an, j'ai été rapporteur d'une loi qui venait du Sénat sur la protection des élus locaux et dans laquelle nous avons réussi non seulement à renforcer les sanctions pénales, à étendre la protection fonctionnelle, y compris à des élus qui n'étaient pas concernés précédemment, et aussi à demander à la CNCCFP de prendre en charge des dépenses de sécurité dans le cadre des campagnes et des candidats. On a un petit peu de mal dans notre fonctionnement de l'Assemblée aujourd'hui et dans les temps qui nous sont impartis à pouvoir communiquer auprès des élus locaux qu'on a beaucoup mobilisés sur un an après où on en est et quels sont vos droits. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interpeller parce qu'au moment de ce débat parlementaire qui a été passionnant, on a vu qu'il y avait par exemple des conventions menées avec les préfectures et les associations départementales d'élus pour que l'information soit plus régulière sur l'avancement des procédures de justice. On a vu que les pratiques étaient différentes, qu'il y avait un guide de la protection des élus qui avait été déployé. En revanche, quand je croise des élus locaux, quand je croise les associations d'élus, on voit que malgré le vote de la loi il y a un an, il n'y a pas grand-chose à leurs yeux qui a évolué. Et donc, si on ne peut pas aujourd'hui avoir par la commission des lois une mission flash d'évaluation de cette loi, parce qu'il n'y a pas de place dans le calendrier de la commission des lois, je voulais savoir, Monsieur le ministre, si à un an des élections municipales, là où ces lois sont faites pour protéger l'engagement et voire même pour le stimuler. Vous êtes mieux protégé, votre famille aussi, et donc vous pouvez vous engager dans un mandat local, n'ayez pas de crainte. Eh bien, je voulais savoir si vous pourriez, vous, au niveau du ministère, regarder et nous faire savoir, à nous, les parlementaires, mais surtout aux élus locaux, de façon la plus fine possible, une information sur les décrets d'application publiés, sur la communication spécifique peut-être du ministère qui pourrait être faite sur les droits de ces élus s'ils sont victimes, eux ou leur famille, de violences. Et puis peut-être aussi nous faire le point sur ce que la CNCCFP peut mettre en œuvre pour les candidats. Qu'est-ce qui va se passer dans le guide des futurs candidats au municipal, notamment je pense aux petites communes de moins de 9000 habitants qui n'ont pas de compte de campagne obligatoire, mais dont les dépenses de sécurité pourraient maintenant être prises en charge et remboursées s'ils étaient menacés. Voilà, donc je ne vous demande pas bien sûr de nous répondre complètement aujourd'hui, mais je voulais attirer votre attention parce que je pense que ça fait vraiment partie de la garantie de réussite de ces enjeux municipaux et de la vitalité démocratique sur notre territoire. Je vous remercie. Alors, je vous propose, Monsieur le ministre, qu'on prenne une autre question et qu'on les groupe par deux, ce qui permet d'avoir des réponses à l'intégralité des questions. Et Monsieur Cordier pour le groupe Droite républicaine. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps pour échanger avec cette commission. Ça fait 21 ans que je suis conseiller départemental. Avant, j'étais conseiller général. J'ai été maire, vice-président d'agglomération aux finances et autres. Donc, je connais bien le fonctionnement des collectivités territoriales. Et je dois bien vous dire que depuis 21 ans que je suis conseiller départemental, la situation des départements ne s'améliore pas. Vous le savez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, de grandes difficultés. Et le département dont je suis issu, le département des Ardennes, fait partie, comme le disait le président hier, Noël Bourgeois, que j'ai rencontré dans la diagonale du vide, avec des difficultés économiques et donc sociales importantes qui pèsent énormément sur le budget de notre collectivité. Des dépenses sociales en hausse, des RSA en hausse, le vieillissement de la population avec l'APA qui pèse énormément sur nos budgets. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le ministre, la question des DMTO, et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et vous l'avez quelque part évoqué tout à l'heure, c'est la question de la péréquation. Il faut savoir que dans le département des Ardennes, les DMTO, c'est 90 € par habitant. Quand on est dans des départements qui ont la chance d'avoir du tourisme et beaucoup de monde, ça va de 600 à 700 € par habitant. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intelligent, intéressant, d'écréter un petit peu ces DMTO et de les repartager avec les départements qui sont en difficulté? Alors, je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Vous voyez, moi, je suis de droite, Monsieur le ministre, mais je défends la péréquation et le fait qu'il y ait une forme de solidarité entre
entre les plus riches et les plus modestes. Mais ça, c'est mon côté droite sociale qui est assez reconnu dans mon département. Voilà, donc je voulais évoquer cette question de la péréquation et avoir votre avis sur le sujet. Je sais que le président Sauvadet n'y est pas forcément favorable parce qu'il a la pression aussi d'un certain nombre de présidents de conseils départementaux qui sont plus aisés, entre guillemets, que d'autres. Mais je crois que cette notion de solidarité entre nous est quelque chose de fondamental si on veut toujours que cet échelon de proximité, les départements, cet échelon de générosité, cet échelon de solidarité à l'égard des habitants vivent toujours dans quelques années. Donc je voulais avoir votre sentiment à ce sujet. Et quelque part, Monsieur le Ministre, comme vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas manqué de nous le dire, la question de la péréquation des DMTO coûte 0 à l'État. C'est-à-dire que ça permet, dans le cadre d'une répartition nouvelle, de faire en sorte que des départements les plus modestes puissent bénéficier un petit peu de la richesse des autres. Ça me paraît être un élément important. Et puis le deuxième point que je voulais aborder, Monsieur le Ministre, c'est la question des mineurs non accompagnés, qu'on considère comme étant une compétence régalienne de l'État. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Le département des Ardennes, les MNA, 3 millions d'euros avec une ristourne, enfin pas une ristourne, mais une aide de l'État à hauteur de 200 000 euros. Donc il faut aussi se poser les bonnes questions. Voilà, dans un département modeste comme le nôtre, qui dépasse la moyenne nationale en termes de demandeurs d'emploi de 3 à 4 points, avec des bénéficiaires du RSA qui explosent, une reconversion industrielle pas réussie, les choses deviennent très très compliquées, Monsieur le Ministre. Donc je voulais avoir votre avis d'une part sur la péréquation et d'autre part sur un effort qui pourrait être fait de l'État à l'égard des départements concernant les MNA. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Ministre. Merci. Monsieur le député Cordier, je commence par vous, je répondrai à Madame Spilbou tout de suite après. Vous avez raison, bien sûr. Ces DMTO ne répondent pas totalement à l'attente des départements. Mais il a fallu agir en urgence. Et nous avons, à cet égard, exonéré le département des Ardennes de tout prélèvement d'illico. C'est pour ça que j'ai commencé par rappeler qu'il y avait eu quand même des mesures qui n'étaient pas très favorables préalablement à l'ensemble des départements. 50 y échappent aujourd'hui, dont heureusement le département des Ardennes, vu sa situation que je connais pour l'avoir regardé, il est clair qu'il est dans une situation difficile. Il est clair également que les DMTO qui peuvent avoir par ailleurs quand même, je voudrais le rappeler, dans une situation où le logement ne va pas très bien, un impact qui pourrait freiner, j'allais dire, la relance du logement, n'est pas une solution durable. Voilà, même si le président Sauvadet souhaitait qu'on l'augmente de 0,5 tous les ans, à ce moment-là, je suis sûr que ça aurait un impact négatif sur le logement. Et à partir du moment où il n'y a pas de péréquation entre les uns et les autres, effectivement, ça devient assez particulier. Donc je vais, et vous pourrez exercer quand même la pression de solidarité nécessaire et regarder qu'est-ce qu'on peut faire en la matière pour mieux agir. Pour mieux agir, il reste qu'on peut intervenir en urgence. On pourra intervenir en urgence si la nécessité se fait absolument sentir, c'est-à-dire dans le cadre de PLF 26 avec un abondement sur la clause de sauvegarde. Peut-être sur les 57 millions qu'on vient de nous annoncer, je n'ai pas encore regardé, peut-être on peut essayer de les réserver aux départements les plus en difficulté, je ne sais pas. Bref, j'ai entendu ce que vous disiez, doublé d'un problème qui concerne aussi les MNA, parce que c'est vrai qu'il y a une augmentation et il y a des départements qui ne peuvent plus faire face. Donc je sais que c'est le cas. Donc je serai attentif à la situation de tous les départements, mais particulièrement de ceux qui sont en grande difficulté. Notamment, il existe une convention entre les départements en Île-de-France sur les bonnes des conventions de bonnes pratiques qui mettent ensemble les bonnes pratiques. Peut-être on pourrait en parler avec le président des départements et le bureau des présidents de département. C'est ce que je m'engage à faire. C'est le plus difficile que vous m'avez posé comme question, bien sûr. Mais c'est... Voilà. Madame Spil.
Oui, de toute façon, je connais quelques départements très riches qui se plaignent eux aussi d'avoir des difficultés. Je ne les citerai pas, bien évidemment. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que là... S'il vous plaît, alors pour éviter, pour la bonne tenue de nos débats, si on peut s'éviter d'organiser un débat lorsque le ministre répond, on peut y revenir après avec une seconde question où un collègue peut se ressaisir du sujet. Mais s'il vous plaît, de grâce, n'entamons pas des débats, sinon nous n'arriverons pas à la fin de l'audition. Donc, voilà, j'ai répondu, puis j'y reviendrai si nécessaire. Madame Spilbou, oui, vous avez raison. Il y a eu un bon travail qui a été fait pour limiter les violences qui ont été faites aux élus. Il y a eu un débat pour savoir si même tombait la dotation de 3,6 millions pour la protection des élus dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux élus. Donc, ça a été même pour ça un combat de sauvegarder ces 3,6 millions. J'aurais dit ici que ces 3,6 millions ont été sauvegardés et ils sont aujourd'hui là pour faire face à cette difficulté majeure. Donc plusieurs points pourraient être encore améliorés. J'ai en tête l'idée de la communication, hein, bien sûr, mais plusieurs points pourraient être encore améliorés à travers peut-être le statut de l'élu. On a noté effectivement, il y a des caméras judiciaires, il y a la pérennisation du problème de l'assistance psychologique qui pourrait être mis en place. Il y a aussi des possibilités d'alerte qu'il faut servir. Moi, je voudrais qu'on renforce aussi le rôle d'officier de police judiciaire des élus, qui souvent n'est pas reconnu par la justice en tant que telle. Je cite le cas d'élus sur des territoires en difficulté qui se font insulter et quand ils saisissent la justice pour que justice leur soit rendue, on ne tient pas compte de leur parole et elle est équivalente à la parole de jeunes voyous qui les ont insultés, ce qui est totalement pour moi inadmissible. Donc j'en ai parlé quand même au garde des Sceaux, j'en ai parlé aussi au ministre de l'Intérieur. C'est pas la peine là encore de faire des grandes déclarations, il vaut mieux entrer dans le concret. Et donc on pourrait aussi compléter des dispositions de la loi de l'année dernière, oui, ça fait 1 an, sur le statut de l'élu, profiter du statut de l'élu pour faire voiture-balai en quelque sorte. Et surtout, vous avez raison, faire de la communication parce que nombre d'élus ne connaissent pas encore leurs droits, les moyens de protection, etc. Les associations d'élus, je ne veux pas dire du mal des associations d'élus, sinon je ne serais plus jamais écouté par elles. J'ai communiqué tous les chiffres du DILICO aux associations d'élus. Elles ne l'ont pas répercuté, à part peut-être quelques responsables, à quelques amis à eux, mais il n'y a pas eu de diffusion massive. Donc j'ai demandé au préfet, je reviens à ce que vous aviez dit tout à l'heure, j'ai demandé au préfet de communiquer à l'ensemble des élus de leur territoire où on en est exactement sur la situation financière. Les 2200 communes prévues, ce que ça représentait pour chaque commune, etc. etc. Et donc, de la même manière, vous avez évoqué une mission flash, il faut qu'on arrive à faire connaître cela parce que c'est un moyen de lutter, vous l'avez dit en creux d'ailleurs, contre les difficultés qu'on va rencontrer bientôt à trouver des élus motivés et qui acceptent de, excusez-moi de l'expression, mais je vois bien dans certains territoires de sacrifier une partie de leur vie, de leur bien-être à l'intérêt général. Donc moi j'y suis très sensible parce que j'ai été confronté en tant que président d'une métropole à plusieurs cas d'élus qui ont subi des violences. On peut même considérer que le fait de brûler une mairie est une grande violence pour les élus qui y siègent. C'est arrivé 2 fois dans une commune, complètement d'ailleurs, je ne la citerai pas, mais le maire a été agressé également. C'est le maire de Chenauve, donc, qui est une commune de la métropole dijonnaise, qui fait 13 à 14 000 habitants, qui est confronté à beaucoup d'élus. Alors, sur les 3,6 millions, on me met, une mesure a été envisagée pour 2 millions d'euros d'améliorer la sécurité des locaux des mairies. Oui, ça c'est bien. Vidéoprotection à l'intérieur.
J'ajoute qu'il l'avait, hein, mais ça n'a pas empêché que ça brûle. Hein. Mais enfin, oui, c'est des bonnes dispositions. Tout ce qu'on peut faire en la matière est une bonne mesure. Mais je suis sensible surtout à l'idée de communication et je vais demander à mon ministère, de vérifier ce qu'on peut faire pour faire connaître ça, à travers peut-être une plus grande connaissance du guide des élus, je ne sais pas. Merci, madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre. Peut-être, si vous me le permettez, une information à l'attention de notre collègue Violette Spielbout, qui avait interpellé cette délégation sur la nécessité d'évaluer la loi qui a été votée. Donc j'avais saisi le président de la commission des lois de la demande qui avait été faite. Il m'a adressé une réponse en lui rappelant que c'était une obligation qui était inscrite dans la loi que d'évaluer. Donc en l'état actuel des moyens de la commission, ce serait difficile sur le premier semestre 2025, mais que c'est un sujet qu'il gardait en tête pour que cette évaluation soit conduite sur le second semestre 2025. Ça serait effectivement la meilleure période. Et je passe tout de suite la parole à Madame Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le ministre, merci de votre présence et du temps que vous nous accordez. Donc, pour le groupe écologiste et social, nous avons bien entendu qu'il n'y aurait pas de réforme structurelle de l'organisation territoriale d'ici 2027. Évidemment, il y a le contexte que nous connaissons, et puis dans les travaux qui devraient conduire à cette réforme, il faut aussi prendre le temps des évaluations de tout ce que nous avons vécu depuis quand même plus de 10 ans. On pense à la contractualisation, les conséquences de la crise des subprimes, évidemment. Et que ce temps-là est nécessaire aussi pour poser les termes du débat de façon la plus constructive possible, de telle sorte qu'il en ressorte quelque chose en adéquation avec les enjeux des politiques publiques, aussi bien au niveau national qu'européen et qu'international. Alors, j'ai quatre points à aborder. Sur la question des finances, on voit bien que les allers-retours entre les collectivités et l'État pointent la fragilité concernant l'autonomie fiscale des collectivités. Alors ça, ce sera à mettre justement dans cette réforme structurelle que j'évoquais. Et ça pose aussi la question de l'enjeu du lien entre le citoyen et l'action publique locale, hein, au-delà de la contractualisation que vous nous avez mise en avant et que nous connaissons puisqu'on l'a déjà vécu. De ce point de vue-là, on a cité l'exemple des DMTO qui le montre bien au regard des besoins sur le social et le médico-social, sans parler même du vieillissement de la population qui est déjà un enjeu majeur pour les 10 prochaines années, voire même plus loin. Et je pense que ça va bien impacter le prochain mandat municipal. Pour souligner aussi que les écarts des ressources entre les départements doivent aussi nourrir les débats dans ce fil que je viens de développer sur des nouvelles modalités de ressources. Et puis, en attendant, effectivement, la question de la péréquation par rapport à la situation que vivent certains départements doivent être vraiment mises en avant et la solidarité de ce point de vue-là peut jouer. Et effectivement, je peux témoigner de la richesse de certains départements, puisque je suis moi-même conseillère départementale. Je voulais aussi mettre en avant la prise en compte dans les échanges que nous avons et dans les travaux que vous conduisez, la prise en compte des efforts des collectivités locales dans l'adaptation et la lutte contre le changement climatique. C'est aussi une priorité, je pense qu'on partage, consensuelle et tout. Au-delà des mots, ça veut dire aussi que cette prise en compte par rapport à des réalisations que nous connaissons tous dans des territoires diversifiés, vous avez souligné là, Monsieur le Ministre, la diversification des territoires, il ne faut pas que ça reste que des discours, il faut que ce soit aussi pris en compte dans les efforts et dans les efforts faits, et notamment via les dépenses de fonctionnement qui permettent l'accompagnement au changement de comportement. Parce qu'il y a les grandes politiques structurelles, les rubans que nous coupons à l'occasion de différentes inaugurations, mais... Pardon ?
Je n'ai fait... Si vous vous sentez visé, Monsieur le ministre. Mais non, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a effectivement les grands chantiers, mais il y a aussi ce que nous engageons avec l'ensemble de la population par rapport au changement de comportement. Et ça, les collectivités le portent avec les dépenses de fonctionnement. Il va falloir conclure. Eh ben, je vais aborder du coup la question de la loi PLM qui n'a pas été évoquée. Vous mettez en avant la prime de 25%, sur laquelle nous sommes complètement d'accord, mais il reste la question de l'harmonisation avec les communes de plus de 3500 habitants, ce qui permettrait à la fois une harmonisation, une lisibilité, un début de simplification par rapport à la préhension des modes de scrutin différents à chaque élection et une représentation plus démocratique. Et pour faciliter peut-être l'approbation de cette loi, il serait intéressant d'élargir au moins cette prime de 25% aux communes de plus de 3500 habitants. Et dans la foulée, Madame Marina Ferrari pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Ministre, de vous remercier pour votre présence aujourd'hui et puis également de vous adresser un satisfecit qui est celui de voir votre ministère élargi à des questions comme le logement ou le transport, parce que je pense que ça donne une cohérence à l'action publique dont nous avions besoin. Alors, le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui est un contexte que je qualifierais de contraint, financièrement notamment, de mouvement et à haut risque, avec des hauts risques qui sont polymorphes. Or, nos collectivités aujourd'hui, elles ont un rôle essentiel. D'abord, un rôle de protection de nos populations. Ensuite, un rôle de moteur de notre croissance via l'investissement qu'elles produisent. On est effectivement en première ligne de la transition écologique et puis également un rôle de cohésion sociale. Alors, plusieurs questions. D'abord, par rapport aux risques naturels et à l'adaptation nécessaire au réchauffement climatique, comment est-ce que vous envisagez de faire évoluer certains dispositifs? Nous avons parlé notamment de péréquation. Est-ce que la péréquation horizontale à terme pourrait évoluer afin non pas de prendre en compte uniquement les différences de ressources entre les collectivités, mais bien les risques auxquels les collectivités pourraient être exposées dans une logique, j'ai envie de dire, de partage de ce risque. Voilà, c'est une idée que j'avais avancée précédemment. Deuxièmement, sur les risques internationaux auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin de protéger nos infrastructures. Il y a un texte résilience qui va arriver, qui est au Sénat et qui va arriver prochainement à l'Assemblée. Or, aujourd'hui, on sait que l'adaptation des réseaux et de la cybersécurité de nos collectivités coûte cher. Est-ce qu'une extension du FNADT à la thématique de la cybersécurité pourrait-elle être envisageable afin que nos collectivités puissent davantage upgrader, en bon français, leur capacité de résilience? Par ailleurs, la France, vous l'avez dit, c'est le deuxième étage de ma question, se nomme diversité, disait Brodel, vous l'avez rappelé. Alors moi, je me réjouis que vous n'envisagiez pas aujourd'hui de faire bouger les compétences d'ici 2027. Je ne puis que souhaiter que ce soit le cas à plus long terme, puisque je pense que nous avons besoin de stabilité, bien au contraire. En revanche, je regrette que la loi 3DS n'ait pas suffisamment, voire même très peu été mise en œuvre. Or, j'ai entendu lors de votre audition au Sénat que vous étiez très partisan du fait qu'on puisse aller sur une différenciation territoriale. Donc, j'aimerais vous entendre sur le sujet. Et puis, un petit couplet qui nous tient à cœur, en particulier avec le président. On entend beaucoup aujourd'hui parler du rôle des agences, du coût des agences de l'État. Elles sont indispensables aujourd'hui dans l'ingénierie qui est apportée à nos territoires. Quel est votre positionnement sur le sujet, sachant que si on parle notamment de compétences en matière de tourisme, différenciation, en matière d'ingénierie touristique, on en a également besoin pour ne prendre que ce champ d'activité. Et puis ma dernière question porte sur le logement. Notamment sur la question du logement en ruralité. On parle beaucoup des évolutions possibles ou des amodiations qui pourraient être apportées à la loi SRU, avec un souhait de certaines intercommunalités de voir peut-être une mutualisation de l'effort sur l'intégralité du territoire. Je pense que c'est des dispositions qui sont intéressantes à explorer. On a interrogé votre ministre délégué en charge de la politique de la ville la semaine dernière sur les mesures de soutien aux maires bâtisseurs. On nous a répondu que c'était via le fonds vert. Or, vous le savez, de nombreuses petites collectivités ne font pas appel
au fonds vert aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait du coup venir les aider pour développer aussi du logement accessible à tous en ruralité. Et je partage avec vous cette phrase, Monsieur le Ministre, que je vous emprunte. Oui, la densification peut être heureuse. Je vous remercie. Madame Ferrari a l'art de vous poser plein de questions en un temps réduit. Monsieur le ministre. Merci. Merci, Madame la Ministre, de votre intervention. Je vais vous répondre d'abord et je répondrai à Madame la députée Hervieux tout à l'heure, tout de suite après. Oui, vous avez raison. On est dans un environnement très contraint bon, vous avez bien résumé les rôles essentiels aujourd'hui des collectivités dans la part de croissance avec 70% de l'investissement public, mais le rôle de protection qu'elles ont et surtout, à travers leurs services publics, le rôle de cohésion sociale qu'elles maintiennent. J'ai noté la péréquation du risque climatique, me semble une excellente idée. Immédiatement, un petit mot m'est arrivé qui dit, mais j'ai trouvé que c'était très intelligent, comment renforcer ces outils de solidarité nationale sur le partage du risque climatique, peut-être à travers une réforme de la DSEC, la dotation de solidarité, et puis peut-être faut-il avoir un fonds qui serait dédié au risque comme il y a pour les émeutes, pour les risques climatiques. Effectivement, c'est un sujet dont on peut s'emparer assez facilement. J'ajoute d'ailleurs que ça a des effets très pervers, ces risques climatiques, parce que c'est une des raisons de la difficulté pour un certain nombre de collectivités à trouver des assurances qui les protègent soit des émeutes, enfin des émeutes, oui, qui peuvent exister, soit des incendies, etc., soit des risques à plus long terme auxquels elles vont être confrontées, qui sont ces risques climatiques. Donc je vous remercie de la proposition, ça, pour voir comment on peut essayer d'y répondre. Est-ce que le FNADT peut apporter des réponses ? J'essaie de le préserver comme tel, il a cette facilité quand même de permettre à la main du préfet d'apporter des réponses qui ne sont pas forcément calibrées, que ce soit dans la décile, que ce soit... alors, pour les collectivités, petites collectivités, il y a la DETR, on n'y touche pas, il y a eu 1 milliard, il reste 1 milliard, ils y sont habitués, etc. J'entends beaucoup dire c'est du saupoudrage, etc. Enfin, moi, je ne serai pas celui qui y touchera si je veux pouvoir continuer d'entrer la tête haute au Sénat. Et donc, et ici aussi, n'est-ce pas moi, je vais essayer, merci. Et donc, oui, donc c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui, parce que derrière ça, on pose la question de la différenciation territoriale. Alors, moi, je donne des indications au préfet, des conseils. D'ailleurs, à la demande du Premier ministre, je vais réunir tous les préfets, m'exprimer devant eux, et je vais leur parler de leur possibilité d'appliquer mieux la loi 3DS, qui donne la possibilité d'avoir non pas une uniformité sur l'ensemble du territoire, mais des applications contraires ici ou là, suivant. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple du tourisme tout à l'heure. Alors, vous en avez posé aussi beaucoup des questions. Alors, j'ai noté les agences. C'est assez compliqué parce que l'État s'est développé avec des agences qui, au début, étaient uniquement des opérateurs de l'État. Le gouvernement, normalement, les ministres actent la politique et les opérateurs mettent en œuvre la politique. Simplement, des fois, on crée ses propres besoins, je veux dire des choses comme ça, et donc un certain nombre d'agences qui, pour continuer à être en activité, sont d'ailleurs très inventives en la matière, reprennent et modernisent un certain nombre d'actions qui existaient dans le temps et que l'État portait, les contrats villes d'appui qui sont devenus bourgs-centres, villages d'avenir, etc., etc.
Donc maintenant, elle crée elle-même des programmes auxquels, intelligents d'ailleurs, hein, mais auxquels on est tenu d'obéir. Normalement, j'imaginais ça de manière différente. J'imaginais que c'était aux politiques de définir les orientations et aux agences de mettre en œuvre les décisions politiques. Voilà, il y a différents types d'agences. J'ai bien en tête toutes les agences. On regarde l'ingénierie dont vous parliez. Par exemple, le CEREMA est une belle agence. Il y a 2500 agents. Il peut faire de l'ingénierie aux collectivités locales, à condition que les départements ne le fassent pas. Parce que on peut avoir des doublons comme ça. Il y a des départements qui assurent l'ingénierie des collectivités locales sur leur territoire. Ça coûte de l'argent. Et il y a 2500 agents qui sont au CEREMA et qui peuvent aussi faire que l'État finance. Donc il faut aussi qu'on liste les missions des uns et des autres. Le Premier ministre nous l'a demandé, on va le faire. Lister ces missions et essayer de mettre au clair les choses. Tel président d'association d'élus de maires dit mais c'est pas la peine d'avoir des agents d'État ou financés par l'État, s'ils sont des contractuels, c'est pareil, qui viennent nous proposer ça parce que tel département le fait complètement et très bien. Ou tel autre endroit, la métropole l'assure pour les communes autour. On a des cas de figure, donc ça serait bien d'éviter des doublons. On a besoin que chaque euro dépensé soit utile. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Donc je voudrais le rappeler ici. Le logement en ruralité, oui, j'ai d'ailleurs demandé à un nouveau président de l'ANRU, qui connaît bien les questions de logement, de réfléchir avant de se lancer dans un ANRU 3. Il y a beaucoup de... Déjà, il faut assumer ANRU 2. On en a jusqu'en 2030-2031 et c'est des grosses sommes qui sont attendues, des centaines de millions d'euros. Et donc, de réfléchir aussi à ces villes, petites villes moyennes, je ne sais pas comment les définir, c'est pas du tout péjoratif, hein, petites villes sous préfecture, souvent qui sont regroupées, d'ailleurs, il y en a 250 qui se revendiquent, qui ont aussi des problèmes de logement et d'insalubrité, etc. Et l'ANRU pourrait aussi réfléchir à comment intervenir sur ces communes. Et j'en ai parlé au président, à Patrice Vergrit, qui me semble très ouvert sur ce sujet. Ces 100 millions que j'ai notés là, c'est quoi? J'ai noté pendant que Madame la ministre parlait, 100 millions d'euros. Merci. Ah oui, oui, voilà. Merci. Donc, c'est la réponse que je voulais vous faire. Il y a la DETR qui fait 100 milliards, et puis on a effectivement affecté 100 millions d'euros aujourd'hui spécifiquement à ça. Est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est bien? En tous les cas, ça doit nous permettre de faire plus de différenciation au niveau local. C'est le souhait que je porte en la matière. On était parti sur 200, on a fini à 100. On avait mis 200 au début, mais bon, après, les rabots passent et le ministère trépasse et les collectivités aussi. Merci. Madame Hervieux, Madame la députée, contractualisation, oui, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, mais on peut le faire. C'est pas toujours du CAOR, c'est-à-dire pas toujours des prélèvements. C'est plutôt une visibilité qu'il faut donner aux collectivités. Elles le demandent, dans le cadre d'ailleurs de leur autonomie fiscale. Après tout, si on leur donne des perspectives, on n'a pas besoin de. Après, c'est à elles de gérer leur propre territoire. Vous en avez parlé. On n'aura pas effectivement de grands soirs de la décentralisation. Il faudra attendre un nouveau président ou une nouvelle présidente, je ne sais pas, pour se lancer dans ces programmes. C'est digne d'un programme présidentiel. Nous, on fait déconcentration, différenciation, simplification. Et moi, j'aimerais bien qu'on ajoute décentralisation. Mais là, au moment où je dis ça, en même temps, j'essaie de renforcer l'État dans le territoire pour que l'État soit le préfet soit l'interlocuteur de l'État vis-à-vis des collectivités locales, qui le demandent souvent, qui demandent d'ailleurs à avoir
un préfet en face d'eux qui puisse maîtriser l'ensemble des services de l'État sur le territoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous le savons pertinemment. Certains ministères échappent à tout contrôle au niveau de l'État localement. Plus des agences, d'ailleurs, qui se sont créées, plus des grosses agences, plus des préfets sanitaires qui sont apparus, qui ne correspondent pas forcément au périmètre du préfet, des ARS par exemple, plus des agences de l'eau qui édictent elles-mêmes des règles que les préfets découvrent. Donc il y a beaucoup de travail à faire, Madame Hervieux, pour prendre tout ça en compte et renforcer la lutte, je sais que vous y êtes attaché, contre le changement climatique. Oui, il y a des écarts entre les départements, on en a parlé, mais il y a des écarts, et vous le savez très bien, très importants aussi entre les villes, à travers la DGF. Cette DGF dont personne ne veut parler, mais qui crée des inégalités profondes entre les villes. Deux villes de même taille, ayant les mêmes caractéristiques, de strates, etc. La DGF, du simple au double. Du simple au double, voire un peu plus même. Ce qui veut dire que ça sera plus dur pour celle-là que par rapport à d'autres. Et là, la péréquation ne corrige rien là-dessus. Donc, peut-être avec les nouvelles valeurs qui vont être mises en place, ça a été assez difficile pour les commerces dans les centres-villes. On va ainsi améliorer un peu les choses. Mais ça reste quand même très à la marge par rapport à ce qu'il faudrait. Vous avez évoqué un problème auquel je souhaite pouvoir m'attacher à résoudre. Je vais essayer de résoudre. Je pense qu'on ne va pas tenir longtemps, donc on pourrait jeter les bases d'une réflexion. On ne va pas tenir longtemps avec un système de taxes qui fait que le lien entre l'habitant et la commune ne tient plus qu'au fait de la propriété. Bien sûr, c'est la taxe sur le foncier bâti que vous connaissez toutes et tous. Mais il y a là encore des situations qui ne perdureront pas, j'en suis sûr, dans l'histoire. On ne peut pas faire porter l'effort des communes, la cohésion sociale, sur 30%, dans les endroits où il y a 30% de propriétaires. Il y a des endroits où il y a 70%. Mais je pense que vous parliez plutôt des endroits où il n'y en a que 30%. Et donc là, on voit bien que à terme, il faudrait... Monsieur le Président, il faudrait se mettre à trouver, sans employer des gros mots comme impôt, comme taxe, un lien de résidence, j'allais dire, un nouveau lien de résidence plafonné entre un nouveau lien de résidence plafonné. Et on peut mettre en place un groupe de travail sur ce sujet parce que je pense que ça ne durera pas vraiment et ça va pénaliser les communes à terme et le bloc communal notamment. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, mais vous allez peut-être avoir la proportionnelle générale pour les élections législatives. Ça correspond à ce que vous souhaitez, non? Oui, j'avais compris. Les 25% que j'avais notés. Voilà. C'est vrai que la dépense de fonctionnement, c'est les services publics. Je suis d'accord, je l'avais dit tout à l'heure. Et je vous propose qu'on termine ce premier tour de questions avec Madame Sophie Ricourt-Vaginet pour le groupe UDR. Monsieur le ministre, je profite de votre visite pour vous parler d'un dossier que vous avez évoqué dans vos propos liminaires de Marseille en grand, puisque je crois que vous avez été un des initiateurs aussi de ce programme. Et donc, vous parlez donc du rapport de la Cour des comptes qui a été publié en 2024 et qui dit que simplement 1,3% des crédits ont été consommés, alors que 90% des mesures ont été engagées. Et en particulier, d'un aspect spécifique de ce plan qui est très important pour la ville de Marseille. Donc, vous l'avez évoqué, vous allez construire, l'État va construire des écoles, l'éducation, le logement, les transports, et il n'y a rien de spécifique sur la revitalisation économique du centre-ville de Marseille. Et donc, faire le lien, donc,
est-ce que vous prévoyez dans le cadre de Marseille en grand cet axe-là en lien avec un programme de politique publique qui a connu un certain succès et qui s'appelle Action Cœur de Ville pour les villes moyennes. Donc, c'était pour avoir votre sentiment sur ce sujet-là. Un autre point aussi, au fil de la discussion qui est venu, c'est sur les pouvoirs des maires en matière de police, que vous avez évoqué également, et donc évoquer le décalage qui existe entre les pouvoirs réels du maire et sa qualité d'OPJ, qui est dans la loi, et notamment au travers de sa responsabilité. Parce que s'il n'a pas de réel pouvoir d'enquête et de réel pouvoir d'officier de police judiciaire, en contrepartie, il a une vraie responsabilité pénale s'il est défaillant en matière d'infraction, notamment en matière de police administrative ou de connaissance d'infraction en matière judiciaire. Donc, ça fait partie des injonctions contradictoires qui agacent profondément les élus et sur lequel, me semble-t-il, vous avez parlé du brevet de la sécurité, il y a un vrai travail à faire, notamment avec la police municipale. Si vous permettez, j'ai également, au fil de la conversation, noté, vous l'avez évoqué là dans les éléments de réponse sur la question précédente, ministre de la décentralisation, mais en réalité, ce qui se passe dans les territoires, c'est qu'on a un pouvoir de pouvoir déconcentré, en fait, sur lequel, vous l'avez vous-même indiqué, aujourd'hui, le gouvernement et encore moins le Parlement n'a de contrôle sur ces services de l'État, sans parler des agences, ces services de l'État qui ont des doctrines différentes d'un territoire à l'autre, d'une commune à l'autre, d'un département à l'autre. On parle des ARS, alors l'ARS c'est une agence, mais on parle de la DREA, de la DDT, etc. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que les frontières administratives sur les territoires et entre les élus n'existent pas. Et quand il y a un problème d'un côté du département, parfois il y a quelques kilomètres avec le même problème de l'autre, dans un autre département, avec des doctrines qui s'appliquent et qui sont inéquitables juridiquement. Et enfin, je souhaitais aussi rebondir aussi sur donc qu'est-ce que vous pensez en fait. Alors vous avez indiqué tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de grande réforme sur la décentralisation, en tout cas que les éléments, en tout cas le contexte législatif ne le permettait pas. Par contre, une réforme de la fiscalité, donc vous l'avez évoqué pour l'inégalité qui repose aujourd'hui sur les services publics communaux qui reposent aujourd'hui sur les propriétaires fonciers, mais sur aussi la disparition de la fiscalité dynamique du département qui a quasiment disparu, sauf les DMTO, qui est une part très faible, parce qu'il faut dire que les communes touristiques récupèrent directement, donc celles qui ont le plus de DMTO les récupèrent directement pour la plupart du temps. Et donc, alors que les départements ont des vraies compétences de proximité dans les zones rurales. J'en termine, notamment avec les routes, les collèges, les pompiers. Et donc, ce problème de fiscalité dynamique des départements, au-delà des problèmes financiers, est une vraie réalité sur les territoires ruraux. Je vous remercie. Merci, Madame Non, pas de souci. Oui, Monsieur le Ministre, bien sûr. Excusez-moi. Je vais essayer de répondre aux questions que vous posez. Marseille en grand. Moi, je ne suis pas initiateur. Là, je suis simplement en charge de ce dossier qui a été initié avant moi, par le président de la République d'ailleurs. Et bon, donc, il me revient en charge de faire fructifier cet engagement, qui n'est pas un petit engagement, puisque c'est un engagement de 5 milliards d'euros. Et effectivement, il y a maintenant un an et demi, la Cour des comptes avait estimé que la consommation des crédits n'était pas à la hauteur des attentes, qu'il y avait 1,3% de consommés, etc., etc. J'ai répondu assez durement au journaliste qui m'a posé cette question en disant un magistrat ne devrait pas dire ça.
comme il l'a dit dans son rapport, car il a qualifié le préfet et son action d'indigente, ce que je trouve déplacé pour un préfet qui est un excellent préfet. C'est comme tous les préfets, il y en a des meilleurs que d'autres, mais c'est un excellent préfet, très, très connu pour ça. Et donc, 1 an et demi plus tard, quand j'arrive, on est à 30% de consommation des crédits. Pourquoi? Parce que c'était très long de monter, et c'est pas complètement terminé, de monter les établissements publics moitié-moitié, pour parler français vraiment, moitié-moitié, 50-50, où il faut créer un établissement public de toutes pièces, doter cet établissement public des moyens financiers, avec une collectivité locale qui n'a pas beaucoup de moyens, même si elle est très grande, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui emprunte pour remplir sa part de capital social dans le cadre de l'établissement public que l'on crée, etc., etc. Et donc c'est pour ça que le retard a été pris et s'est pris comme ça. Donc maintenant, à la fin de l'année, c'est 180 chantiers d'écoles qui seront lancés. Certains sont terminés, 6 ont été terminés en 24. Je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais 18 devraient se terminer en 25. Donc c'est parti, la machine est lancée, malgré quelques vicissitudes, puisque l'établissement public qu'on a voulu créer a été considéré comme un cavalier budgétaire, et donc il faut recommencer, mais on va y arriver. C'est parti, les financements sont là. Ça, c'est déjà bien. Après, il y a cœur de ville, centre-ville. Centre-ville, j'ai été interpellé par un journaliste qui m'a demandé pourquoi vous ne mettez pas 100 millions sur le centre-ville pour garder les Galeries Lafayette. J'ai dit, Madame Spilbou est partie, elle le sait, à Lille, ils ont perdu les Galeries Lafayette. À Dijon, on a gardé les Galeries Lafayette. C'est comme ça. La rentabilité des grands groupes, on ne va pas mettre de l'argent dans la rentabilité des grands groupes comme les Galeries Lafayette. Et donc, pour le moment, il n'y a rien de prévu sur centre-ville, mais on commence. Il y a des projets qui sont en cours, qui vont venir. Par exemple, est-ce qu'on va mettre la cité judiciaire au centre-ville ou pas? Dans des communes, enfin des villes, elle est au centre-ville, dans d'autres, elle est plus à côté. Bon, ça, c'est les choix, j'allais dire, des élus, après tout, de dire ce qu'ils veulent faire. Mais ça avance bien, et donc, voilà. Sur les pouvoirs des maires en tant qu'OPJ, effectivement, il y a la responsabilité pénale. Ils sont tenus à l'article 40 s'ils ont connaissance de faits délictueux, et leur parole n'est pas reconnue en tant qu'officier judiciaire, je le disais tout à l'heure. Donc, moi, je souhaite interpeller en interne, bien sûr, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux pour que des consignes soient passées de politique pénale, pour rappeler aux procureurs généraux, pas aux procureurs généraux, qu'ils ont un devoir de défendre les élus en tant qu'OPJ quand ceux-ci témoignent. Voilà, donc ça, je vais le faire, bien évidemment. La police municipale, il y a le Beauvau, mais ça c'est vrai, il y a le Beauvau de la sécurité qui a été lancé, le Beauvau des polices municipales. Il y a la possibilité maintenant d'émettre des amendes forfaitaires délictuelles pour les maires qui le souhaiteraient. La maire de Dijon siège au Beauvau des polices municipales. Moi, je pense depuis longtemps que la police municipale, elle doit remplacer la police de proximité qui a disparu en 2006 ou quelque chose comme ça, ou 2008, par la volonté du président de la République de l'époque, qui a supprimé la police de proximité en disant les policiers, ils n'ont pas à jouer au ballon dans les quartiers, il faut qu'ils fassent... voilà. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de police de proximité, il y a une police d'ordre. Et donc, il faut remplacer la police de proximité, c'est-à-dire la présence d'agents qui créent du lien social avec les jeunes dans les quartiers, en plus, j'allais dire, de la prévention spécialisée nécessaire dans les quartiers. Donc, voilà, et c'est vrai aussi, je terminerai par ça parce que vous l'avez évoqué, qu'il y a des doctrines différentes entre certains services de l'État dans des départements. Alors, en même temps, on essaie de mettre en place
une possibilité de différenciation, mais quand c'est deux départements mitoyens, on peut dire, c'est vrai que des fois c'est assez surprenant. Je partage ça, j'ai connu aussi ces problèmes en tant qu'élu, donc je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est vrai que c'est aussi la réalité des villes. Il y a des chefs de service, des responsables et des directeurs qui sont plus allants que d'autres, qui prennent plus d'initiatives que d'autres. Malheureusement, c'est la nature humaine, j'allais dire. En tous les cas, moi, j'incite à avoir, non pas sur des territoires semblables et mitoyens, mais plus largement des politiques qui puissent acter la différenciation plus clairement encore que le prévoit la loi 3DS, qui était une première avancée et qui était une loi importante pour nous. Voilà, Madame la députée. Bien, merci, Monsieur le Ministre. Donc, on va passer aux questions maintenant, alors beaucoup plus courtes, 1 minute, qui viennent compléter tout ce qui n'aurait pas pu être abordé. J'en ai 3. J'ai eu 3 demandes. Et donc, je vais commencer par Monsieur Legac pour EPR. Merci. Ah oui. Merci, Président. Moi, c'est vrai que beaucoup de points ont été évoqués déjà, Monsieur le Ministre, et vous avez répondu à plusieurs sujets que je voulais aborder. Alors, très rapidement, comme le demande le Président, juste 2 points, une remarque et une question. La remarque, moi, j'accueille assez favorablement votre idée de contractualisation des finances locales sur 3 ans. Je trouve que c'est une bonne idée. Cela donnerait effectivement de la visibilité, de la lisibilité à nos communes. Moi, j'étais maire aussi pendant 20 ans en montagne dans le Finistère. Là, rendez-vous compte qu'on est le 15 mars. Nos communes n'ont toujours pas leur notification pour la DGF. Alors c'est lié aussi, bien sûr, parce que le budget a été voté en retard, mais quand même, je devais avoir une commission DETR dans mon département vendredi prochain, Monsieur le Ministre, elle a été annulée. Le préfet me dit on ne peut pas faire la commission de la DETR parce qu'on n'a toujours pas la notification. Et on est le 15 mars, donc effectivement, ce serait la contractualisation, ce serait mieux. D'ailleurs, et vous pourriez le dire aussi à votre collègue, mais je l'ai déjà dit, à l'éducation nationale, parce qu'on aurait une carte scolaire sur 3 ans, ça faciliterait aussi la vie des communes. Plutôt que chaque année, chaque rentrée scolaire, obligé de se dire est-ce qu'on va fermer une classe ou 2, voilà. Bon. Et donc, bravo pour ça. Ma question, et puis juste sur les finances locales, dire quand même, parce qu'on a parlé de la situation des départements et des régions, c'est vrai que c'est très tendu, mais si moi je ne le dis pas, personne ne le dira d'autre. Sur les communes, moi je suis député depuis 2017, il n'y a pas une commune de ma circonscription qui n'a pas vu sa DGF stabilisée depuis 2017. Il n'y a pas eu une baisse de la DGF depuis 2017. Donc, il faut le dire aussi. J'ai été maire dans le quinquennat précédent. C'était pas tout à fait la même situation. Hein. On a connu une baisse de la DGF de environ 25% quand même sur 4 ans. Et donc là, voilà, il y a aussi des communes qui sont heureuses. Il faut le dire. Ma question, Monsieur le Président, j'y arrive. J'ai noté avec attention, Monsieur le Ministre, que vous avez annoncé un colloque sur l'assurabilité des communes. C'est pas un sujet anecdotique, vous avez raison de vous en saisir. Moi, je suis élu du Finistère, on a beaucoup souffert avec la tempête Ciarán en 2023, et il y a, à l'heure où on parle, des communes qui n'ont plus d'assureurs, donc bravo pour ces initiatives, et j'espère qu'on aboutira à quelque chose qui sera peut-être une structure publique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver, mais en tous les cas, bravo. On va faire les 3 questions. Donc, la seconde, et je vais être... courtois, je vais laisser la parole à Monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président. C'est le 2e tour, vous voyez, Monsieur le Ministre, parce que comme je suis tout seul de la droite républicaine, je ne rentre pas en concurrence avec des collègues. Une remarque. Droite sociale, très important. Une remarque, Monsieur le Ministre. Comme vous avez eu tendance à mettre un petit coup derrière les oreilles de l'ancien Premier ministre et à l'instant de la police de proximité à l'égard de la droite de l'époque, je me permets de vous dire, et j'ai été un combattant lorsque François Hollande, qui avait à l'époque les mêmes idées politiques que vous, ou vous que lui, avait diminué de 11 milliards d'euros les dotations en direction des collectivités. J'étais président de SDIS, j'étais maire et vice-président de département. Je peux vous dire qu'on a eu quand même du mal à avaler la mesure prise par le gouvernement de l'époque. Donc je voulais vous le dire aimablement et sous forme de clin d'œil, comme vous aviez un petit peu taclé la droite républicaine, je me permettais de rééquilibrer les choses. Une petite remarque, une petite question, mais c'est très amical
locales, Monsieur le Ministre. Une petite question, votre avis sur le cumul des mandats. On sait aujourd'hui que nos compatriotes rejettent le cumul des mandats, mais je trouve quand même que, et je le dis sans difficulté, on le voit pas trop ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été élus locaux, mais dans d'autres structures où il y a des députés et des sénateurs qui n'ont pas été élus locaux, qui n'ont pas mis les mains dans le cambouis dans des communes de 1000 ou 2000 habitants, on le voit tout de suite, Monsieur le Ministre, entre ceux qui ont mis les mains dedans et ceux qui ne les ont pas mises. Je voulais avoir votre avis là-dessus, même si on peut considérer qu'il puisse y avoir un seuil. On sait que le Premier ministre veut remettre cette question sur le chantier, sur la table. Quel est votre avis sur le cumul des mandats, avoir un petit exécutif local et pouvoir être député et être sénateur? Merci. Et donc la dernière question, c'est moi qui vais vous la poser. Monsieur le ministre, c'est juste un point d'éclairage. Moi, je vous remercie d'avoir pris la défense de la DETR. Et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que la DETR est un outil essentiel d'accompagnement pour nos communes rurales. Ma question portera sur l'idée que pourraient avoir certains, et ce n'est pas dans votre ministère, de fusionner l'enveloppe DETR, DSIL, Fonds Vert, avec la petite musique qui risque de l'accompagner, qui sera qu'évidemment, au regard de ce rapprochement des enveloppes, on pourrait la voir fondre comme neige au soleil dans les années qui viennent, ce qui ne nous sécurise pas sur le financement de nos communes rurales. Donc j'aurais bien voulu connaître votre position sur le sujet. Cette fois-ci, je vais me donner le micro. Je vais commencer par vous, Monsieur le Président, en vous remerciant. Je vais être très clair, je n'envisage pas une seconde de fusionner la DETR avec le Fonds Vert et la DSIL. Pour moi, c'est clair, ça sera, c'est une bataille que je mènerai. Je l'ai dit au président du Sénat également, je vous le dis à vous, en tous les cas, moi je m'y opposerai. Après, on verra bien ce qui se passe, mais en tous les cas, c'est pas dans l'esprit non plus du Premier ministre. J'ai eu l'occasion de m'en ouvrir auprès de lui. Ça ne garantit pas l'avenir, mais ma position, c'est celle-là, on n'y touchera pas. Vous avez raison, si elle rentre dans un bloc voilà, il va falloir faire attention à Bercy, je dis ça gentiment, on ne sait jamais, on ne sait jamais, ça pourrait participer, voilà, DETR à part, je le demande, je le redis. Merci au député Cordier de cette remarque, mais j'en suis intimement persuadé que vous avez raison. Je l'ai subi aussi. J'étais ministre, mais j'ai été maire, et j'ai subi de plein fouet, cette baisse très très forte de la DGF à l'époque, qui a été programmée surtout 2014-2016, mais enfin c'est les chiffres que vous avez annoncés, c'est clair. Alors, bon, ça a été initié en 2013, ça s'est terminé en 2017. Ça me permet de dire, et en même temps, je reprends les propos du député Le Gac, c'est vrai que de 2017 à aujourd'hui, non seulement elle a été stabilisée, mais elle a été augmentée. Ce que les collectivités locales, elles sont des fois un peu coquines, j'allais dire. Elles jouent un peu comme ça, elles ne le disent pas toujours. Mais pourtant, c'est la vérité. Et encore cette année, d'ailleurs, j'y suis pour rien si elle n'a pas été augmentée de 300 millions, enfin très exactement 290 millions, parce que j'avais mis une augmentation de la DGF de 290 millions et j'avais diminué la DSIL à hauteur des 290 millions. Il y avait 150 millions prévus pour la DETR d'ailleurs et 140 pour la DSU. Donc c'était une augmentation des DGF. Dans sa grande sagesse, la commission mixte paritaire a renlevé 150 millions de la DGF, il en reste 140, ou 140, je ne sais plus s'il en reste 150, enfin 150 disons pour simplifier, et remis 140 millions sur la DSIL. Moi je mets toujours en garde, c'est mieux d'aller directement alimenter les finances en fonctionnement des collectivités locales. Parce que les dotations d'investissement, il y a des phases qui s'apparentent au refroidissement climatique, le gel, le surgel et la glaciation. Donc,
c'est plus facile à faire sur des dotations d'investissement que sur une DGF. Voilà. Sauf quand on s'appelle François Hollande. Et là, on avait effectivement subi de manière très, très rude cela. Même si, petite compensation, il a créé à la fin un fonds qui est devenu la TSIL, qui était de 1 milliard d'euros pour compenser, parce qu'il voyait bien que l'investissement commençait à plonger en même temps. C'était évident. Donc, il avait laissé la liberté. À la différence de Cahors, moi, à force, j'ai analysé tout ça. À la différence du contrat de Cahors, il n'y avait pas de pénalité si vous ne faisiez pas ce qui est dit. Mais on vous prenait directement à la source. Voilà, au moins, c'était sûr. Après, vous aviez la liberté de faire ce que vous vouliez avec ce qui restait. C'était pas grand-chose au bout de 4 ans, au tel point qu'il a fallu, au Congrès des maires de novembre 2016, et je m'étais battu pour ça, qu'il y ait 1 milliard d'euros d'investissement permis pour les collectivités locales. Donc, je partage ce que vous dites. Cumul des mandats, vous m'avez demandé. Cumul des mandats, moi, je suis favorable à... pas un petit mandat local. Je suis favorable à un mandat local et un exécutif, excusez-moi, un exécutif local et un exécutif et un mandat national. Voilà, ça fonctionnait dans le temps. Je regrette effectivement que des parlementaires de tous bords, d'ailleurs, ont été des fois élus sans avoir la connaissance de ce qui fait la richesse de ce pays, c'est les 36 000 communes. Donc, ça s'appelle un peu hors sol, on dit des fois. C'est vrai que certaines décisions ressemblaient à ça. Je suppose que vous ne les avez pas votées. Je me permets de le dire comme ça. Pour député Le Gac, oui, la carte scolaire sur 3 ans, c'est vrai que ça serait bien, parce que tous les ans, c'est la même histoire. Et en plus, ça aiderait beaucoup les collectivités locales, parce que ça éviterait que l'ANCT fasse des études pour savoir comment va évoluer la démographie dans les communes. J'ai vu des départements où l'ANCT finance 80 000 euros d'études pour savoir, ce qui est intéressant, là où c'est pas la peine de faire de la rénovation des classes, vu que dans 3 ans, la classe, elle aura disparu. Mais ça, les maires, ils savent le faire. Moi, je dis, 80% des maires, ils savent très bien la démographie de leur commune et les endroits, même dans des grandes villes, les endroits où la population va diminuer et d'autres où la population peut augmenter. Donc, moi, je serais favorable à ce que vous dites, et ça nous éviterait de dépenser des sous, enfin des euros, pardon, pour faire des études qui nous coûtent cher. Et je partage votre sentiment, je l'ai dit, sur la DGF. Quand on a connu la période, c'est pour faire plaisir au député Cordier, quand on a connu la période 2013-2017, on est heureux de connaître la période 2017-2025. Voilà. Oui, avant le 31 mars. Oui, je l'avais noté, avant le 31 mars, voilà, c'est marqué. C'est bizarre, mais dans les Ardennes, on a fait la répartition de la DETR. Alors, ça veut dire que chez moi, le préfet a eu sa notif et pas... Ils ont reçu, non? La DETR, elle a été reçue. Elle a été... Oui, elle est partie. Peut-être pas eu le temps de réunir le petit comité de DETR, voilà. Hein? Mais de la même manière, on a demandé, alors maintenant j'ai demandé au préfet de communiquer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur le DILICO, précisément les communes qui sont concernées, les départements, ça je l'avais dit, c'est plus facile, il y en a 100, donc ça va tout seul, mais les 50 qui sont concernés, et les 2200, pas exactement 2200 d'ailleurs, 2100, je sais plus combien, ça a été notifié au préfet en leur demandant de communiquer à l'ensemble des élus, aux associations locales d'élus, parce que les associations nationales d'élus n'ont pas fait redescendre forcément ce qu'on leur avait communiqué, enfin ce que j'avais communiqué. L'assurabilité, oui, ça c'est... Merci, j'ai oublié ça. Donc, je connais bien le sujet parce que j'avais dans la métropole que je préside des communes qui n'arrivaient pas à trouver l'assurance. Et le sujet est revenu assez fort en boomerang dans notre région, dans ma région, avec le maire de Mâcon, dont vous savez qu'il y a eu des gros incidents liés à des trafics de drogue, avec des bâtiments qui ont brûlé.
pas un bâtiment, mais 4 bâtiments qui ont brûlé. Et maintenant, on lui demande pour assurer un bâtiment 1 million d'euros d'assurance par immeuble, par lieu. Voilà, donc oui, il y a eu le rapport d'Alain Chrétien, c'est vrai, qui a fait du bien, qui est de ma région d'ailleurs. Par ailleurs, il y a des risques nouveaux à prendre en compte, je l'ai dit tout à l'heure, les aléas climatiques, les violences urbaines. Il y aura sûrement demain les cyberattaques russes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit russes, les cyberattaques, ne sont pas forcément russes, c'est ça. On ne sait jamais, on sait jamais. Voilà, c'est venu tout seul, ne m'en voulez pas. Donc, j'ai, par la mutualisation, autour de la grosse commune, enfin de la commune centre de la ville de Dijon, avec 11 communes, on est arrivé à assurer 10 communes, à trouver des contrats d'assurance par du gré à gré, 10 communes qui n'avaient plus d'assurance. Donc c'est un exemple, c'est pas l'exemple qu'on peut reproduire partout, mais on va chercher à créer un dispositif d'accompagnement spécifique. On va garantir mieux encore les outils de solidarité nationale, on en a besoin, qui fonctionnent bien à titre privé quand il y a des catastrophes naturelles et que l'état de catastrophe naturelle est reconnu. Et puis, dynamiser, consolider le marché de l'assurance. C'est pour ça que ces assises de l'assurabilité Roclore, j'aurais besoin du ministre de l'économie et des finances à mes côtés pour forcer un peu le trait pour convaincre les grandes compagnies d'assurance. Voilà. Bon, eh bien, nous arrivons au temps de la conclusion. Alors peut-être pour conclure, puisque les collègues n'ont pas manqué de revenir quand même sur la période antérieure de 2017 et sur le regard qu'ils pouvaient porter à cela. Alors effectivement, si depuis 2017, sur la DGF, je vous rejoins mes collègues, il y a eu plutôt stabilité, voire légère augmentation de l'enveloppe, moi je voudrais quand même rappeler quand même que depuis 2017, nous avons vécu quand même la suppression de la fiscalité locale et qui n'est pas sans conséquence aujourd'hui sur le lien entre le citoyen et le territoire. Non, mais qui sur le plan financier peut-être peut se discuter sur la compensation à l'euro près, mais qui sur les engagements pris, je pense à la suppression de la CVAE ou pour avaler la pilule à l'époque, pour pas dire la couleuvre, il y avait quand même un engagement de l'État à ce que la dynamique de TVA bénéficie aux collectivités qui bénéficiaient de la CVAE. Et bien, sur le PLF 2025, l'engagement qu'avait pris l'État n'est pas tenu. Et il a fallu qu'un an. Et la vraie question qui se posera, c'est l'engagement pris du remboursement de d'Illico. Et c'est un point sur lequel il faudra que l'on soit vigilant. Sera-t-il tenu dans les années qui viennent, compte tenu de ce que l'on entend et dont on connaît la situation budgétaire du pays? Donc c'est un vrai sujet. Donc, chers collègues, voilà, il faut aussi prolonger peut-être le propos en intégrant tous les éléments sur toute la chronologie de ce qui vont pu subir les collectivités. Mais en tout cas, non. Ce que je souhaitais dire, et dans le prolongement de ce que vous avez dit, monsieur le ministre, et la délégation pourra y prendre part, ça doit nous conduire à une vraie réflexion sur le sujet de l'autonomie financière des collectivités, à réfléchir à comment ne plus subir ces aléas d'évolution de choses au gré des PLF. En tout cas, c'est un sujet sur lequel, je pense, nous sommes tous d'accord qu'il nous faut conduire une réflexion. Donc, pour vous dire que nous serons prêts, nous serons au rendez-vous, si vous le souhaitez, pour vraiment engager un travail dans cette direction. Nous l'avons déjà évoqué en bureau de la délégation. C'est un sujet sur lequel nous souhaitons travailler chacun avec le regard que l'on porte et notre diversité, mais si ça peut alimenter des travaux à votre initiative et peut-être rejoindre un groupe de travail qui serait de votre initiative, évidemment, nous prendrons part à ces travaux-là. Voilà, et je vous remercie bien évidemment, monsieur le ministre, vos équipes, monsieur le directeur adjoint de la DGCL, de ce temps que vous nous avez consacré, et nous aurons bien évidemment l'occasion de poursuivre ces discussions prochainement. Merci.